Très heureux de vous savoir en notre compagnie. Madame, Monsieur, bienvenue au journal télévisé. À présent, les titres de l'actualité. Open Government Partnership a présenté le bilan de ses activités pour les années 2022-2024. Selon le rapport, 86% du plan d'action national PAN 2024 ont été réalisés. La première édition du Tomodan Festival de Gong a été lancée. Il est prévu du 9 au 12 avril 2025. Et le comité de concertation État-secteur privé était à Korogo dans le cadre de l'animation de la plateforme locale de dialogue public-privé. On en sait davantage dans ce journal. L'outil de bonne gouvernance qu'est le partenariat pour une gouvernance ouverte ou Open Government Partnership auquel a adhéré la Côte d'Ivoire en 2015 a présenté le bilan de ses activités pour les années 2022-2024. 86% du plan d'action national PAN 2024 a été réalisé. L'OGP est une initiative multilatérale qui prône la transparence, la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et à la participation citoyenne. Le reportage est signé Philippe Zabo et Nokiao. L'OGP est un instrument qui sert à renforcer la qualité de la gouvernance avec les parties prenantes que sont l'administration publique, la société civile, le secteur privé et les médias. La présidente du comité technique OGP Côte d'Ivoire nous donne ses principes. La Côte d'Ivoire a adhéré depuis le 28 octobre 2015 et respecte les principes de ce partenariat. Les principes, c'est par exemple la transparence budgétaire, l'implication de la société civile, de la population dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption et l'accès à l'information. Après avoir défini l'OGP et donné ses principes, elle a présenté le bilan du plan d'action national 4 et écorché les perspectives du PAN 5. Nous sommes à 86% d'exécution du plan d'action 4 de la Côte d'Ivoire qui a couvert la période 2022-2024. Sur 11 engagements, il y a 7 qui sont entièrement terminés, 3 qui ont un taux substantiel et un seul qui est limité. Le 5e plan, on l'a dit tout à l'heure dans les différents mots qui ont été prononcés, c'est le plan de la maturité. Nous sommes à 10 ans de mise en œuvre du processus en Côte d'Ivoire et nous avons essayé dans la prise des engagements de prendre des sujets, des thèmes qui intéressent à plus d'un titre les populations afin que ce plan soit plus réformateur, plus impactant pour la population ivoirienne. En Côte d'Ivoire, la responsabilité de la coordination du processus et des activités du gouvernement en matière d'OGP incombe au ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce dernier était représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet. Intéressons-nous à l'agriculture à présent. La 7e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, se tiendra du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. La Chine, pays invité d'honneur, succède ainsi aux Pays-Bas. Récemment à l'Hôtel Ivoire, le Premier ministre ivoirien a officiellement lancé cet événement placé sous le signe de la souveraineté alimentaire et de l'innovation agricole. Konena Norgo et Richard Akeke pour plus de détails. C'est dans une ambiance solennelle que s'est déroulée le mardi 18 février 2025 à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan la cérémonie de lancement de la 7e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA 2025. Cette 7e édition du SARA aura lieu du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des Expositions avec la Chine comme invité d'honneur en passation de flambeau avec les Pays-Bas, invité de l'édition précédente. Avec pour thème « Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique ?» le SARA 2025 ambitionne de renforcer les chaînes de valeur agricoles et d'attirer davantage d'investissements. Grâce à l'engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a doté notre pays d'infrastructures modernes comme le parc des expositions d'Abidjan, le parc bénéficie aujourd'hui d'un cadre exceptionnel pour offrir un salon
aux standards internationaux. Le SARA 2025 permettra de consolider les partenariats publics-privés engagés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, en renforçant la confiance des investisseurs et de toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Avec plus de 400 000 visiteurs et 403 milliards d'investissements enregistrés en 2023, le SARA se positionne comme un rendez-vous incontournable pour le développement agricole en Afrique. Ce sera certainement le lieu de démontrer au cours de ce SARA que désormais l'agriculture ivoirienne devient une agriculture 4.0. Notre agriculture va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Rendez-vous en mai prochain au Parc des Expositions d'Abidjan pour cette grande messe de l'agriculture africaine. Et on reste dans l'agriculture. La Solidaridad a procédé au lancement du projet d'appui à la formalisation des emplois en milieu rural. Récemment, la mise en œuvre de ce projet vise à renforcer les capacités des agriculteurs et leur permettre de bénéficier d'un accompagnement technique et d'un accès à des opportunités économiques durables. Nous témoigne Sandrine Kwame et Maru Seri. 93% des travailleurs ruraux, en particulier les agriculteurs, ont un accès limité aux services financiers comme les prêts ou assurances, ce qui limite leur capacité à investir. Pour soutenir le secteur de l'agriculture, la Solidaridad veut accompagner les coopératives et soutenir les entreprises de transformation agro-industrielle à travers le projet d'appui à la formalisation des emplois en milieu rural. Ce programme a pour ambition de créer 200 emplois en milieu rural, comme je l'ai dit tantôt, avec l'appui et le soutien financier de Invest for Jobs de la GIZ, qui a pour ambition de créer 10 000 emplois. Et nous, à travers ce programme, nous allons accompagner l'atteinte de cet objectif, mais en nous basant sur la formalisation et la création des emplois en milieu rural exclusivement. Nous espérons qu'avec les résultats probants qui vont en découler, on puisse avoir une extension et pourquoi pas faire intervenir d'autres bailleurs de fonds pour d'autres interventions dans d'autres zones rurales. L'objectif, c'est évidemment de renforcer un peu les capacités de certaines coopératives qui travaillent dans le milieu du café, dans le milieu du cacao et qui vont être mobilisées pour augmenter leur capacité de recevoir des formations qui leur permettront d'avoir accès à tout un tas de services puisqu'elles vont être formalisées. L'important pour nous est effectivement de rentrer dans un commerce qui est formalisé, pour que ces entreprises-là et les gens qui en font partie puissent avoir accès à de la protection sociale, par exemple, mais aussi accès à des nouveaux marchés qui leur permettront de développer leur business par des revenus qui sont augmentés. La Solidaridad entreprend diverses initiatives en vue de renforcer la résilience des communautés rurales en apportant son expertise et son accompagnement auprès des communautés agricoles de subsistance. Et parlons médecine. La place de la médecine libérale dans le système de santé ivoirien. C'est le thème de la 4e édition des Journées de la médecine libérale en Côte d'Ivoire qui s'est ouverte ce mardi 18 février 2025 dans la commune du Plateau. Initiée par l'Union nationale des médecins privés de Côte d'Ivoire, en abrégé UNAMEPSI, cette rencontre vise à promouvoir davantage la médecine libérale dans un contexte où la Côte d'Ivoire veut renforcer son plateau technique en matière de santé dans le secteur public et privé. Pierre Tebeu, c'était ici. La médecine libérale fait son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Avec le temps et la croissance de la population, elle a su se développer et ce grâce à la volonté des pouvoirs publics. Le secteur libéral a su s'insérer dans cette mouvance en venant en appui au secteur public. Aujourd'hui, c'est un rôle important qui convient d'être souligné qu'occupe la médecine libérale. À la faveur de la 4e édition des Journées dédiées à la médecine libérale, il s'est vite posé la question de la place de cette médecine dans le système de santé ivoirien. Actuellement, nous n'avons plus rien à envier aux pays qui sont les pays dits développés parce que dans notre région, dans notre pays, nous avons, si je prends l'exemple
des centres d'imagerie. Nous avons des centres d'imagerie qui ont un plateau technique de pointe, qui sont passés de l'IRM de 1,5 Tesla à une IRM de 3 Tesla. La Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence, ne pouvait se permettre de continuer à naviguer à vue dans un domaine aussi sensible que celui de la santé. Elle s'est dotée des lois qui, aujourd'hui, lui permettent d'accompagner tout le secteur de la santé, dont celui de la médecine libérale. Les défis qui ont été présentés à travers le film institutionnel présenté portent encore sur l'accompagnement de l'État à travers l'assainissement de l'environnement du secteur de la santé, secteur privé j'entends. Et il a été salué donc l'initiative Zéro Clinique illégale qui permet donc de lutter contre ces structures illégales. Organisée par l'Union nationale des médecins privés de Côte d'Ivoire, en abrégé UNAMEPSI, cette 4e édition de la journée de la médecine libérale vient encore rappeler le rôle important de ce secteur dans le développement du système de santé ivoirien. Intéressons-nous à présent à la culture. Récemment, le Palais de la Culture de Treichville a vibré au rythme des us et coutumes de la ville historique de Kong au lancement de la première édition du Tomodon Festival. Prévu du 9 au 12 avril 2025, ce festival mettra à l'honneur le thème Kong, carrefour culturel et patrimoine vivant. Une invitation au voyage ancestral et moderne. C'est un avant-goût du spectacle que les festivaliers prendront plaisir à déguster au Tomodon Festival de Kong du 9 au 12 avril. Kong dont les mosquées sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, Kong qui regorge une partie de l'important parc national de la Comoé, Kong qui accueille quotidiennement les visiteurs nationaux et internationaux et demeure plus que jamais une importante destination touristique. Du 9 au 12 avril 2025, si Dieu le veut, la cité d'avenir historique et d'avenir de Kong sera le centre de toutes les attractions à l'occasion de ce grand rendez-vous. Dans le même élan, le maire de la ville historique et le commissaire général du festival sont revenus sur l'importance de ce rendez-vous où les anciens pourront transmettre leur savoir aux plus jeunes, créant ainsi un pont entre le passé et l'avenir. C'est vrai que tous nos enfants sont sur les ordinateurs, mais avant les ordinateurs, il y avait autre chose qui nous égayait. Nous avons fait cela, mais aujourd'hui, nous sommes les grands cadres de ce pays. Par la grâce de Dieu, je vais citer le maire Berthet, les députés Djoumandé, Aboulaye, Bassiaka. Tous ceux-là ont fait ces jeux initiatiques. Nous voulons perpétuer cela pour que nous avons nos petits-enfants puissent avoir des traces de ces jeux. Donc autant de facteurs, autant de choses que nous voulons mettre en lumière. Le Tomodon Festival de Kong s'affirme comme un projet ambitieux qui invite chacun à participer à la renaissance culturelle de cette région. Avec un programme riche et diversifié, il permet d'être un événement pour mettre en lumière le patrimoine vivant de Kong. Rendez-vous est pris du 9 au 12 avril 2025 pour un voyage inoubliable au cœur de la culture de Kong. Le reportage était signé Michel Brodoumbia Yuba. Un atelier de consultation des parties prenantes de la réserve naturelle intégrale du mont Nemba s'est tenu le 14 février, réunissant divers acteurs impliqués dans sa gestion. Ce site transfrontalier partagé entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria était au centre des échanges. L'atelier avait pour objectif principal d'évaluer les actions menées de 2022 à 2024 dans le cadre du projet Nemba, mais aussi d'explorer les perspectives pour la conservation et la gestion durable de ces terres protégées. Théodore Kanga. Cette rencontre stratégique de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a pour but de renforcer la coopération entre les différents acteurs concernés et garantir un avenir durable
à la réserve naturelle du mont Nemba. Cet atelier a permis de dresser le bilan des activités menées au cours des 3 dernières années et de mettre en lumière les efforts déployés pour assurer la conservation de ce site exceptionnel et la sortie de statut de réserve en péril. On se rend compte que les activités prévues pour l'OIPR ont été exécutées à plus de 95%. Donc c'est vraiment une satisfaction. Des actions sont en cours pour que les recommandations qui ont été faites par l'UNESCO puissent donc être mises en œuvre afin de pouvoir voir sortir donc de la liste en péril du patrimoine mondial notre beau site du paysage des monts Nemba. Lors de cette rencontre, plusieurs activités de conservation ont été présentées. Dans ce projet-là, il est prévu un fonds de dotation pour la réserve naturelle intégrale du mont Nemba. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, la Fondation pour les parcs et réserves va prendre le relais et on aura un minimum de financement pour assurer le fonctionnement de la réserve. Mes impressions sont énormes et positives. Mais une des toutes premières était la qualité des résultats que nous avons eus dans le cadre de ce projet, la valorisation et l'utilisation qu'a promis l'OIPR de tous ces résultats, de tous ces acquis du projet PAFOR, mais également cette technicité avec laquelle... Grâce aux efforts conjoints des parties prenantes, la réserve naturelle du mont Nemba, qui abrite une biodiversité remarquable, voit son avenir s'orienter vers une conservation durable. Les perspectives pour les années à venir sont donc prometteuses. Des marchés couverts et une pompe hydraulique équipent désormais quelques villages des sous-préfectures de Sakassou et de Béomi. Des ouvrages réalisés par le conseil régional dont le président Jacques Assaoré Conan a remis aux populations des localités de Kanambo, Lolobo et de Guézoukro des infrastructures livrées aux bénéficiaires en vue de répondre à leurs besoins de développement. Témoin de la livraison de ces infrastructures, notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. À l'air libre, sous le soleil, la pluie et dans la poussière, ces femmes du village de Kanango exercent leur activité commerçante. Des conditions difficiles de travail, source de nombreux désagréments pour ces dames. Ici, là, c'est petit. Quand les gens veulent venir, beaucoup d'hommes, ça ne suffit pas. Place là même, on ne gagne pas. Quand il pleut comme ça nous tape. Quand il y a soleil aussi, on n'est pas, il y a chaleur ici. Des fois, quand on vend, il y a la pluie. On ne peut pas s'asseoir. Donc, ça ne marche pas. Donc, on voulait qu'on gagne niveau marché. Cette réalité est désormais un lointain souvenir pour ces femmes qui bénéficient aujourd'hui d'un marché flambant neuf et moderne, construit à hauteur de 25 millions de francs CFA. Constitué de 30 places avec des étals adéquats et couverts, l'ouvrage a été réalisé par le conseil régional de Gbeke, dont le président Jacques Assaoré Conan a procédé à une série de remises du même type dans les villages de Lolobo et Guinzoukro. À chaque village bénéficiaire, Jacques Assaoré Conan a dit inscrire son action dans la vision du président de la République. Nous sommes dans la dynamique de ce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a recommandé de faire en prenant en main cette grande région. Le marché, c'est un lieu d'échange, un lieu de commerce qui permet à nos mamans de fructifier leurs activités. Et ce que nous faisons en termes d'infrastructures commerciales, en termes d'infrastructures scolaires, routières, c'est d'apporter le bien-être à nos parents. Aujourd'hui, là, on a gagné le marché. Donc, tous les souffrants d'aller à Bodokro, donc ça va finir aujourd'hui. On a gagné le marché. Je suis dans joie. Au moment où on menait ce combat pour le conseil régional, je leur avais dit l'avantage du conseil régional. Et aujourd'hui, ils ont le marché qui fait notre fierté. En plus des marchés, le président du conseil régional de Gbeke a également remis une pompe hydraulique au village de Guinzoukro. Par ses actions, Jacques Assaoré Conan apporte également une réponse aux promesses faites aux populations, contribuant à leur épanouissement et développement. Le comité de concertation État-secteur privé a participé à Korogo à l'animation de la plateforme locale de dialogue public-privé. L'objectif est de renforcer la collaboration entre les acteurs publics-privés en vue d'améliorer le climat des affaires et stimuler la croissance économique dans la région. Une cérémonie qui a été riche en échanges entre les acteurs, populations et entreprises. Le rapport de Ouattara Daouda.
5 jours durant, le comité de concertation État-secteur privé CCESP a effectué une mission à Korgo en vue d'animer la plateforme locale de dialogue public-privé. Objectif, faciliter le dialogue entre les acteurs publics et du privé à travers des réunions techniques, des plaidoyers auprès des autorités locales et des ateliers thématiques. Des sujets variés sur la gestion des infrastructures économiques locales à l'amélioration des affaires. Cette mission de CLCSP de Korgo a été saluée par les participants. Mais merci au comité local. Ils ont bien ciblé. La cible, c'est des femmes. Et qui dit la femme dit le poumon même, le cœur même de l'homme. Donc la séance d'aujourd'hui nous a permis de poser cette problématique et je pense qu'on a une oreille attentive à nos différentes doléances. Donc nous on part d'ici aujourd'hui très heureux. On va informer nos membres pour leur dire que l'État travaille pour nous. L'État est aussi en train de mettre des facilités pour nous permettre de nous conformer vis-à-vis de qu'on appelle ça de la législation en vigueur. Donc c'est un cœur plein de satisfaction qui part de cette rencontre parce que je peux retenir que désormais nous aurons en marge de nos commissions de validation, nous aurons un comité local de réflexion qui va nous appuyer auprès des collectivités. Mais nous avons pu rassurer les opérateurs économiques surtout, qui étaient très souvent sceptiques parce qu'ils méconnaissent totalement les procédures qui concernent leurs activités. 4 grandes activités ont meublé ces 5 jours. La direction régionale du ministère du Logement et de l'Urbanisme de San Pedro a initié une conférence sur les nouvelles réformes entreprises par le ministère en charge de la construction. L'objectif de cette rencontre était de présenter et expliquer aux acteurs du secteur les nouvelles réformes en matière d'urbanisme et de gestion foncière. Abel Kouao dans un commentaire de Michel Brou. Les nouvelles réformes en matière de construction, du logement, de l'urbanisme et du foncier étaient au cœur d'une conférence entre les acteurs du secteur dans la commune de San Pedro. Au centre de ces résolutions, moderniser les cadres réglementaires, améliorer la gestion foncière et garantir un développement urbain harmonieux et durable. Cette session de travail a vu des présentations, notamment les missions de la Direction régionale de la construction, du logement, de l'urbanisme, mais aussi les nouvelles réformes en matière d'urbanisme. Reine Kwadio Kwame, directrice régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme de San Pedro, est revenue sur l'existence de ces nouvelles résolutions pour une bonne gestion du secteur. Ce que les populations devaient retenir, c'est que désormais, il y a une loi qui existe et qui permet d'organiser et de réglementer tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est document d'urbanisme prévisionnel, c'est-à-dire plan d'urbanisme directeur, tout ce qui est document d'urbanisme opérationnel que vous connaissez, ce que vous connaissez le plus, le lotissement, et d'informer quels sont les décrets et les arrêtés qui découlent de cette loi, en l'occurrence le décret sur les nouvelles procédures de lotissement. Cette séance de travail a été utile à la bonne compréhension de ces réformes pour tous les acteurs impliqués dans ce secteur. Donc tout à l'heure, vous avez vu que la population dans son entièreté est sortie pour venir écouter les réformes que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis en œuvre. Et donc, vous avez vu leur adhésion à ce projet-là, surtout à l'ADU, qui a été incompris au départ, mais aujourd'hui, toutes les populations ont épousé pour savoir que les attestations désormais villageoises ne seront plus des documents qui sont attendus dans les transactions financières. Nous ne pouvons pas faire violence avec l'État. L'État est le dessus. Mais il y a des observations que nous avons à faire. Il faut d'abord reconnaître la chefferie au village. Qu'est-ce que le chef gagne, qu'est-ce que le village gagne en acceptant l'ADU, comme ils disent. Le secteur de l'urbanisme et du foncier en Côte d'Ivoire connaît d'importantes mutations marquées par des réformes favorables à une gestion plus efficiente de ce secteur. En image, le gouvernement togolais explore la mise en place d'un fonds de préparation des entreprises à l'investissement en capital. Ce projet financé par la facilité d'appui à la transition de la Banque africaine de développement a pour objectif de favoriser l'accès au financement en capital pour les entreprises togolaises, notamment les start-up. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À très bientôt.